Derrière moi, l'hôtel Peninsula, l'un des palaces de Paris, situé avenue Kléber, à 2 pas de la place de l'Étoile. Le Qatar l'a racheté pour la modique somme de 404 millions d'euros. Une belle somme certes, mais qui ne représente que 0,04% de la dette de l'État. Église, château, hôtel particulier, le patrimoine français semble être devenu un fardeau. Cette église trop fragile finit par s'effondrer. 66 milliards d'euros, c'est la valeur totale des biens immobiliers qui appartiennent aujourd'hui à l'État français. Et pour vous donner une idée, c'est plus de 45 000 bâtiments qui sont aujourd'hui classés et protégés. Ces bâtiments qu'on admire dans nos petits villages où l'on aime flâner l'été, ou ceux qui décorent le ciel de nos grandes villes avec volupté. Tout ça sans compter nos œuvres d'art que l'on ne peut plus compter, ou nos grosses entreprises qui inspirent le monde entier. C'est simple, la France est l'un des rares pays du monde à posséder quantité de trésors aussi riches et variés. Sauf que derrière ces apparences romancées, quelque chose de méconnu est en train de se dérouler. Et pour cette nouvelle enquête, tout a démarré une fois de plus par quelques articles qui nous ont intrigués. En fait, depuis quelques années, certains médias pointent du doigt la perte de notre trésor français. Vous voulez des exemples? Alors en voici pour tous les goûts. Pour les plus parisiens, la liste des bâtiments bradés des plus beaux quartiers ne cesse de s'agrandir. Pour les plus écolos, des parcelles de forêt comme celle-ci sont à la manière d'un célèbre site d'annonce ouverte à la transaction. Si vous aimez l'aventure, nos aéroports, que vous avez l'habitude de fréquenter, menacent d'être cédés. Pour les plus religieux, des milliers d'églises de nos campagnes sont menacées de destruction et risquent bien de ne pas être sauvées. Pour les plus businessmen, l'État continue d'autoriser le rachat de nos entreprises par le monde entier. D'ailleurs, il fallait vous en parler. Ces entreprises, beaucoup d'entre elles sont considérées comme sensibles par la plupart des experts. Et le problème, il commence ici. Car pour beaucoup de Français, la question se pose de savoir ce qu'il arriverait en cas d'investisseurs étrangers, qui seraient certes en trop grand nombre, mais surtout mal intentionnés. Pourtant, nos politiques ne cessent de répéter que tout ça ne serait qu'une obligation, et qu'à l'instar des Français qui sont déjà surtaxés, l'État peinerait lui aussi à joindre les deux bouts. Que le pays aurait besoin une fois de plus de renflouer les caisses et que pour ça, le patrimoine serait souvent considéré comme, début de la citation, inutile ou trop cher à entretenir. La solution proposée, il faudrait donc le vendre ou le détruire. Sauf que voilà, ce rapport du Sénat, qui n'a bizarrement pas fait grand bruit, a littéralement contredit cette version. Et dans ce rapport officiel, on apprend même qu'il y aurait en réalité des incohérences sur l'inventaire de notre patrimoine, avec une valorisation quasi inexistante et une ribambelle de lacunes techniques et administratives propres à notre bureaucratie. Du coup, on pourrait se demander si nos gouvernants sont, comme on le prétend, bien placés pour décider du sort du patrimoine français. Patrimoine qui appartient, et personne ne peut le nier, au moins sentimentalement, à tous les habitants de ce pays. Sauf que ce sentimentalisme pourtant justifié arrive sans doute un peu tard, car la destruction a déjà démarré. Nous sommes le 31 juillet 2023. La France connaît l'un des étés les plus chauds qu'elle n'ait jamais connus et dans le petit village de la Baconnière, en plein pays de la Loire, l'atmosphère est pesante. Non pas car il fait chaud, mais parce qu'à midi pile, une pierre qui trônait fièrement dans le ciel depuis déjà 150 ans s'apprête à se fracasser au sol. Cette pierre, c'est la première d'une longue série, car l'église du village est en train de se faire entièrement raser. Et des églises menacées de destruction comme celle-ci, il y en a en réalité des milliers en France. En 10 ans, 25 ont été rayés des campagnes françaises. Et les destructions s'enchaînent, car le rythme ne cesse de s'accélérer. Depuis le début de l'année, tous les 2 mois, une église est réduite en poussière. Au total, c'est presque 5000 clochers qui risquent d'être abattus, soit l'équivalent du nombre de communes dans toute la région Grand Est. Vous pensez que c'est une aberration? Alors vous n'êtes pas les seuls à le penser. C'est mes souvenirs d'enfance, c'est triste, ça fait mal. C'est un patrimoine qu'on enlève un petit peu, non? Beaucoup de temps à la monter, c'est-à-dire. Et maintenant, c'est plus vite fait de démolir que de reconstruire. Cet édifice du 19e siècle est devenu au fil du temps trop dangereux. L'argent, ça serait le leitmotiv de ces destructions en série. Pourtant, l'État ne cesse de répéter qu'il allouerait des milliards d'euros chaque année uniquement pour l'entretien de notre patrimoine. Mais dans le même temps, les spécialistes du domaine et historiens crient le contraire. Cet entretien serait en réalité négligé, voire bâclé. Et le vice-président de l'association Sites et Monuments ne s'en cache même plus. Les collectivités préféreraient détruire plutôt que de restaurer. Du coup, la question que tout le monde se pose,
c'est quelle est la vérité dans tout ça? Mais avant d'y répondre, profitez d'un petit instant culturel offert par votre chaîne préférée et qui vous permettra de comprendre les dessous cachés de toute cette histoire. En France, le patrimoine se compose de 3 branches principales. 1. Le patrimoine immobilier, comme les bâtiments administratifs, immeubles ou résidences appartenant à l'État. En France, il y en a plus de 190 000 et ce pour tous les goûts. La plupart des CCI de nos régions, le petit château de Gaillon, le fort de Brégançon ou encore cette ancienne prison. Deuxième branche, les œuvres d'art et monuments qui font ce que la France est la France aujourd'hui. De la grandeur parisienne avec Notre-Dame ou l'Arc de Triomphe, jusqu'au petit musée banal de votre ville moyenne préférée. Petit musée auquel, sauf retard confirmé, les trains de la SNCF vous permettront d'accéder. Ce qui constitue la dernière branche du patrimoine français. 3. Le patrimoine industriel et toutes ces entreprises. Bon, sur le papier, tout avait l'air de plutôt bien tourner pour nous. Et pendant des centaines d'années, la grandeur de la France dans le monde était indiscutée. Sauf que depuis quelques temps, il suffit de jeter un œil à quelques chiffres qui nous prouvent que certaines choses qui étaient carrées ne tournent plus vraiment rond. Par exemple, l'État français possède un parc estimé à plus de 66 milliards d'euros, mais des coûts d'entretien estimés à près de 7 sur une seule année. Plus de 10% de la valeur en cash à sortir tous les ans. Imaginez ce même calcul pour votre propre maison ou appartement. Bon, ok, comparons ce qui est comparable. Et pour le faire de manière équitable, voici une petite expérience audiovisuelle au préalable. Alors mesdames et messieurs, nous vous demandons de fermer les yeux, afin de plonger avec nous au cœur de l'une des batailles qui a marqué à jamais l'histoire de notre pays. 18 juin 1815, pas très loin de Bruxelles. Il est 10 h du matin et la guerre bat son plein. Un certain Napoléon Bonaparte est en train de perdre la bataille de Waterloo et abdiquera pour la seconde fois de son existence. Tout ça, ça va mener à quelques périodes de terreur et de confusion avec le retour de la monarchie en France. Mais c'est surtout le véritable début d'une longue relation avec une amie que le pays connaît plutôt bien, la dette publique. La dette publique, c'est l'ensemble des emprunts contractés par l'État pour assurer le fonctionnement du pays. Si les dépenses dépassent les recettes, le budget est en déficit. Les administrations publiques doivent alors emprunter cette différence pour financer le déficit. Et depuis ses débuts, elle a parfois explosé comme lors de la Seconde Guerre mondiale, mais avait fini par redescendre suite à une production industrielle et un boom de la population jamais vu, hashtag les 30 glorieuses. Retour dans le futur, nous sommes en 2023. Depuis quelques années, nos politiques semblent avoir complètement perdu le contrôle. Et la France, championne du monde dans certaines catégories honorables comme la gastronomie ou le tourisme, l'est aussi dans la catégorie des impôts et des crédits. On est, avec le Danemark, le pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts. Dégradation des comptes publics, crise financière ou sanitaire, les décisions de nos politiques ont été jugées en grande partie inefficaces. Et 3047 milliards d'euros, c'est bel et bien le chiffre monstrueux de la dette française aujourd'hui. Sauf qu'avec un déficit aussi conséquent, certains observateurs commencent à perdre tout espoir. Et restez bien concentrés car ce qui suit dans la vidéo pourrait peut-être leur donner raison, à une condition près. Mais juste avant, c'est le moment de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et sans financement. Et en cliquant maintenant sur le bouton s'abonner, vous faites un geste citoyen pour que cette vidéo continue de se propager pour informer encore plus de Français. Français qui pour 9 sur 10 d'entre eux souhaitent depuis toujours réaliser un rêve qui leur est précieux. Devenir propriétaire de leur logement. Et pour le réaliser, quand on fait partie de la classe moyenne, il n'y a pas 36 000 solutions. Rendre visite à son banquier, obtenir un crédit sur une vingtaine d'années et payer chaque mois une mensualité auquel vont s'ajouter malgré vous des intérêts. Et pour vous donner une idée, fin 2023, un logement de 200 000 euros que vous souhaiteriez acheter reviendrait en réalité à 312 000 une fois le coût du crédit ajouté. Et ce surplus bien salé, beaucoup d'entre nous aimeraient s'en passer, y compris le gouvernement français. Car pour en revenir au sujet, l'an dernier, c'est plus de 38 milliards d'euros d'intérêts que l'État a laissé sur la table. Sauf que dans tout ça, il y a un problème, car comme on l'a vu, la dette de base est loin d'être remboursée. Et au contraire, elle explose même depuis quelques années. Du coup, les intérêts de la dette, de leur côté, continuent d'augmenter, ce qui entraîne une dette de plus en plus importante qui mettra encore plus longtemps à se rembourser. Bref, vous l'avez compris, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais pourquoi donc vous précisez tout ça? Car cette dette publique, qui semble stratosphérique, est utilisée par nos politiques pour justifier la gestion économique maladroite de notre patrimoine. Et même si cette excuse est facilement contournable, preuve en est avec le Royaume-Uni, qui voit pourtant sa dette suivre plus ou moins le même chemin que celle de
notre pays, mais qui a depuis plus d'un siècle compris certains enjeux nationaux importants avec le National Trust mis en avant. Institution qui met tout en œuvre pour protéger le patrimoine anglo-saxon avec un succès reconnu par sa population. Sauf que la dette française, en plus d'avoir bon dos, elle est devenue pour d'autres un véritable Eldorado. Et des fonds d'investissement étrangers ou des banques centrales qui ont compris le filon se frottent les mains dans l'ombre. Avant, la France n'empruntait que quelques milliards d'euros. Elle trouvait donc ses prêteurs à l'intérieur de ses frontières. Mais quand les sommes sont devenues trop importantes, ça n'a plus suffi. Désormais, les 3/4 de ses créanciers sont à l'étranger et se disputent ce marché de la dette française. Il y a les banques centrales des pays du nord de l'Europe, mais aussi des fonds d'investissement en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Des banques centrales de riches pays asiatiques comme la Chine et le Japon, ou encore des hedge funds un peu partout dans le monde. Autrement dit, nous sommes sur ce sujet complètement dépendants, voire même impuissants. Et tout ça sans même parler d'inflation, de crise sanitaire, de situation sociale du pays, voire même de l'Union européenne qui n'oubliera pas de regarder notre copie. C'est donc à la manière d'une course contre la montre que le gouvernement a décidé de trouver de l'argent à tout prix pour éviter de perdre le contrôle pour de bon. Et ici, il y a principalement deux options. La première, faire payer une fois de plus le contribuable. Autrement dit, vous-même qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous souhaitez découvrir tout ça, notre chaîne propose un éventail de choix. Car le sujet du reportage d'aujourd'hui repose sur l'option 2, faire de l'argent sur ce qui existe déjà. Et pour commencer, quoi de mieux que ce que le pays a de plus précieux ? Son patrimoine immobilier. En plus, sur le papier, on nous laisse penser que ce choix serait une aubaine pour les Français. Car dans un contexte immobilier défavorable, vous pourriez même faire de bonnes affaires, voire même réaliser certains rêves. Par exemple, tout plaquer pour vivre dans une jolie maison au bord de la forêt, élever quelques chèvres et y construire un potager. Oui, l'État vous en offre la possibilité. Et si vous n'êtes pas branché campagne, rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts, mais pas forcément pour tous les budgets. Comme cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, en plein cœur de notre capitale. Vous avez peut-être vu des pages entières d'annonces dans la presse. L'État vend ses bijoux de famille, c'est-à-dire son patrimoine immobilier de prestige, notamment en plein cœur de Paris. Il faut dire que l'entretien est un véritable gouffre financier, sans parler de la remise aux normes. Cette campagne a déjà rapporté 600 millions d'euros l'année dernière et de nouveaux hôtels particuliers sont mis en vente. Un parc boisé de 2400 mètres carrés, un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle en plein cœur de Paris. L'État a décidé de vendre au plus offrant certains de ses plus beaux hôtels particuliers. Bref, un rêve pouvant devenir réalité, à condition d'avoir pas mal de fonds de côté. Et c'est bien parce que le PUL des Français est en général inférieur aux quelques millions d'euros ici demandés que des experts s'interrogent sérieusement sur un détail pourtant négligé. Toutes ces ventes ne sont pas réservées aux Français. Et c'est pour ça que des infrastructures très symboliques mais hors de prix, comme les aéroports de Paris, se voient proposer à des investisseurs étrangers. Bon, dans le secteur privé, c'est d'ailleurs parfois déjà acté depuis longtemps, comme le célèbre hôtel Ritz, place Vendôme à Paris, vendu à l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al Fayed. Alors ici, soyons bons joueurs, car si quelques trésors sont arrivés dans les mains de certains particuliers, d'autant plus s'ils sont français, grand bien leur fasse, sans ironie mal placée. Et personne ne veut dans tous les cas un monopole de l'État, l'histoire en a déjà montré tous ses dégâts. En revanche, le vrai problème est ici sociétal, quand ce qui appartient à la France, à son histoire, aux Français, est mis en vente internationalement sur le marché. La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. C'est pas la gauche, c'est pas la droite. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela c'est une erreur nationale impardonnable. Si on met un tant soit peu nos opinions politiques de côté, et que vous soyez de gauche ou de droite, ce genre de déclaration ne peut laisser insensible. Car quand nos politiques avaient autrefois un semblant d'humanité, les choix de nos dirigeants actuels ont ce petit côté binaire, tant ils se basent uniquement sur la rentabilité. Ces dirigeants qui semblent ne prendre ni en compte le passé ou l'histoire de France, mais qui ne tiendraient pas non plus compte de son futur et de sa pérennité. En fait, la vision court-termiste est désormais préférée, au détriment d'un héritage national construit sur des centaines d'années. C'est simple, à la tête de l'État, on ne pense plus collectif et nation, mais plutôt individualisme avec comme boussole sa propre ambition. Et qu'importe si des bêtises sont faites, tant que bien placées soient les punchlines et la communication. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Bon, ok, si on en revient à nos moutons et à nos églises rasées,
oui, ce sont bien les maires et non les plus hauts fonctionnaires qui font le choix final de détruire ces édifices. Mais d'un côté, peut-on vraiment en vouloir à nos élus locaux quand le budget des petites collectivités est jugé par une majorité de concernés comme largement insuffisant? Alors que dans le même temps, des élus de plus grande ampleur peuvent parfois être pris de leur côté dans des bizarreries politiques. Et par pur hasard, prenons par exemple la ville de Paris, que Madame Hidalgo administre lorsqu'elle n'est pas à Tahiti. Ça, c'est l'hôtel de la Marine, l'un des hôtels les plus prestigieux de la capitale, avec une histoire remontant dans les années 1700. L'édifice, qui fait partie, on cite, des grands bâtiments de la nation, n'a de son côté pas failli être détruit, mais proposé à la vente à qui peut bien se l'offrir. Et après une bonne grosse polémique, il a finalement été mis à la location, probablement pour éviter les tensions. À la location, oui, mais pas n'importe comment, avec un bail amphithéotique, terme un peu cuistre pour dire que le locataire a un droit réel sur le bien, qu'il a le droit d'en jouir comme s'il en était quasiment le véritable propriétaire. Et qui est ici l'heureux élu? Un cheikh qatarien qui prendra ses quartiers pour plusieurs dizaines d'années. Alors attention, ce n'est pas la personne en elle-même qui est remise en cause ici par les observateurs, mais ce qui est en revanche problématique pour certains, c'est bel et bien la gestion du patrimoine faite par nos politiques. Car en parallèle de tout ça, d'autres bâtiments parisiens appartenant à la nation n'ont quant à eux pas eu le bénéfice du doute. On pense notamment au centre de conférences internationales où les célèbres accords de Paris furent signés, vendus à la société d'investissement Qatari-Diar, ou encore à l'hôtel de Montesquieu, édifié en 1781 et vendu à un promoteur russe dont on ne sait finalement pas grand-chose. Pour résumer tout ça, et aussi rare soit-elle en 2023, il nous semblait pertinent de donner écho à cette déclaration pleine de bon sens. Déclaration d'une députée que nous ne connaissions pas, mais qui, hors opinion politique, a le mérite d'être pleine de vérité. La vente du patrimoine national illustre de manière tragique des choix politiques, absurdes, immoraux et à la rentabilité plus que douteuse. D'abord, des biens à haute valeur historique, architecturale ou symbolique, classés dans le domaine public, n'ont pas seulement une valeur marchande, ils appartiennent au peuple français et à son histoire. Et il est dérisoire de les céder pour quelques centaines de millions d'euros qui n'auront aucun impact sur un déficit budgétaire de plusieurs centaines de milliards. Et oui, on vous en parlait, la dette française a bon dos. Mais dans le même temps, impossible de nier cette triste évidence. La mondialisation de notre patrimoine a bel et bien commencé. La mondialisation qui a pour point physique de départ et d'arrivée nos ports les plus célèbres, comme ceux du Havre et de Marseille, dont les activités de manutention ont d'ailleurs été partiellement proposées à des investisseurs étrangers. La mondialisation, c'est l'un des sujets principaux des débats politiques. La mondialisation, notre président l'a évoqué en personne en nous confiant sa vision sur le sujet lors du très célèbre World Economic Forum. La France, elle est réconciliée avec la mondialisation, l'économie, le succès, l'envie de faire. Si je devais résumer ma pensée, et je crois ce qui est en train de se passer dans le pays, on est tout à fait pour qu'il y ait des gens qui réussissent, on souhaite qu'il y ait des entreprises qui s'ouvrent, des investisseurs qui viennent, des emplois qui soient créés, des nouveaux secteurs qui soient développés, d'autres qui soient restructurés parce que le changement va avec ce monde, mais on n'aime pas l'argent pour l'argent. Et je crois que d'ailleurs à la fin tout le monde finit par s'ennuyer avec l'argent pour l'argent, parce que ça n'est pas une fin en soi. L'argent ne serait donc pas une fin en soi. Et c'est peut-être pour ça qu'en plus du patrimoine immobilier français à tout va, il faudrait partager un peu de nos entreprises publiques à qui en voudra. Des exemples, vous les connaissez forcément. De France Télécom, ancienne propriété de l'État qui n'a pas rougi en devenant Orange, avec des investisseurs institutionnels et particuliers, aussi bien français qu'étrangers. Aussi l'Alsacienne de construction atomique, de télécommunications et d'électronique, un nom qui ne vous dit probablement rien jusqu'à ce qu'on vous dévoile son acronyme, Alcatel, qui a fait les beaux jours de la France au-delà de nos mers. Et on parle bien entendu au passé, car Alcatel a fusionné en 2006 avec un groupe américain, avant que tout ça ne se fasse racheter en 2015 par le finlandais Nokia, qui au passage supprimera en France plus de 600 emplois. Et là où l'État pouvait auparavant décider de mesures à adopter pour ces entreprises, ce sont aujourd'hui les investisseurs privés qui s'en chargent. C'est simple, pour de nombreux observateurs, il semblerait que la souveraineté des Français soit en danger. Dans les années 80, l'industrie française employait plus de 6 millions de personnes, et aujourd'hui, ils ne sont plus que 3. L'industrie représentait 20% de notre PIB, elle n'en vaut aujourd'hui plus que 10. Tout ça sans compter la fuite des cerveaux à l'étranger et la perte du savoir-faire des différents secteurs français. Et toutes ces entreprises françaises qui ont disparu depuis,
Elles se sont délocalisées, ont été tout simplement liquidées ou sont passées sous la main d'investisseurs étrangers. Investisseurs, comme on l'a vu, avec des motivations probablement plus financières que sociales. Et d'un certain côté, avec un certain regard capitaliste, c'est tout à fait normal. Et quand il y a un gagnant, il y en a forcément qui perdent. Et c'est pour ça que depuis quelques années maintenant, et sous couvert d'une conjoncture économique déplorable, plus aucun Français ne semble parfaitement à l'abri. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a préparé un petit reportage inédit, dans lequel on vous dévoile notre méthode pour se créer un revenu complémentaire afin de gagner en indépendance malgré le contexte actuel. Pour y avoir accès, le lien est directement dans la description. Et si vous vous posez la question de savoir s'il est encore possible d'inverser la tendance, seul le futur nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que nous serons là pour continuer à vous informer. Car dans une ère que beaucoup qualifient d'infobésité, il y a ceux qui auront les bonnes informations et qui pourront s'affranchir, et il y a les autres qui ne s'en rendront finalement peut-être même pas compte. Alors, aidez-les maintenant en partageant cette vidéo à 2 ou 3 amis qui en auraient besoin, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.